Jacques Dubreuc, grand artiste du XVIe siècle, a exercé son talent en tant que sculpteur et architecte. Après un voyage en Italie, il insuffle l'esprit de la Renaissance en Hainaut et dans l'ensemble des Pays-Bas. Il est aujourd'hui reconnu comme une figure incontournable de la haute Renaissance en Europe du Nord. Jacques Dubreuc est-il né à Saint-Omer, une petite ville du nord de la France, ou à Mons? La question reste posée. La date de sa naissance n'est pas connue avec précision. On la situe vers 1505. Quoi qu'il en soit, on sait que Dubreuc est établi à Mons au moins depuis 1539-1540. Il y achète une maison située dans l'actuelle rue des Cinq Visages qu'il occupera vraisemblablement jusqu'à sa mort en 1584. Il commence son apprentissage au sein d'un atelier montois, dans le respect de la tradition gothique. Cependant, les œuvres de Dubreuc qui nous sont parvenues ne portent aucune trace de cette première formation, mais révèlent davantage le contact avec les chefs-d'œuvre antiques et les maîtres de la haute Renaissance. La première œuvre connue de Jacques Dubreuc se trouve à Saint-Omer, dans la cathédrale Notre-Dame. Il s'agit du monument funéraire de l'évêque d'Arras, Eustache de Croix. L'évêque est représenté en prière, agenouillé devant son propre gisant. Cette sculpture est signée par Dubreuc. Elle porte en effet, à la base du prie-dieu, l'inscription Jacobus Dubreuc Faciebat. En 1530, les chanoinesses de la collégiale Sainte-Vaudrue ambitionnent de décorer le chœur de l'église d'un jubé. Le jubé est un ensemble décoratif qui permet d'isoler le chœur, espace réservé aux chanoinesses, du reste de l'édifice accessible à tous. Désireuses de rompre avec la tradition gothique, les chanoinesses s'adressent à Jacques Dubreuc, alors revenu d'Italie. Le jubé de la collégiale Sainte-Vaudrue est une œuvre de grande ampleur dont la réalisation a duré 11 ans. C'est une œuvre novatrice par sa conception architecturale, ses matériaux et les scènes représentées. Dubreuc utilise la forme de l'arc de triomphe à la romaine et parvient à créer une harmonie des proportions et une pureté de la forme. Il travaille l'albâtre, son matériau de prédilection, qui donne luminosité, brillance et transparence à ses sculptures. Les nombreux reliefs qui ornent le jubé représentent des moments de la Passion du Christ, de son entrée à Jérusalem à la descente de croix. L'expression des visages donne vie aux personnages et les mouvements rythment la composition. Sept statues sont insérées dans le jubé, tournées vers le public. Il s'agit des 4 vertus cardinales: la justice, la prudence, la force et la tempérance. Ces vertus cardinales représentent les valeurs constituant les fondements de la religion. Les 3 autres statues représentent les vertus théologales, considérées comme les plus importantes pour le salut. Elles indiquent en effet aux fidèles le chemin à suivre pour se rapprocher de Dieu. Il s'agit de la foi, de l'espérance et de la charité. Ces vertus présentent les traits caractéristiques de la Renaissance: une pose raffinée, une longue silhouette, ainsi qu'une abondance de détails, notamment au niveau des vêtements. Trois sculptures rondes, appelées tondis, faisaient également partie du jubé. Elles illustrent la création, le jugement dernier
et le triomphe de la religion, et retrace ainsi en 3 tableaux l'histoire de l'humanité. La création, l'une des œuvres phares de Jacques Dubreuc, exploite la forme ronde pour créer une composition concentrique. Isolé au milieu du cercle, Dieu insuffle la vie à toute la création qui se déploie autour de lui en un mouvement giratoire. Cette sculpture, soignée jusque dans les moindres détails, nous révèle un monde animal et végétal qui évoque le paradis terrestre. Le relief de la résurrection est également un chef-d'œuvre de Dubreuc, à grande renommée. Il était la pièce centrale du jubé du côté chœur, celui que seuls les chanoinesses voyaient. Le contraste est frappant entre le Christ, serein et triomphant, et les soldats, terrorisés, qui cherchent à s'enfuir ou se cacher. L'artiste utilise ici toutes les variations du relief, depuis le temple de Jérusalem en arrière-plan, à peine perceptible, jusqu'aux figures principales qui sont presque des statues flanquées sur le bas-relief. Avec la Révolution française, le jubé a été complètement démantelé, mais aujourd'hui, certaines pièces et sculptures sont encore présentes, dispersées dans la collégiale. D'autres œuvres de Jacques Dubreuc sont conservées dans la collégiale Sainte-Vaudrue, notamment l'Autel de la Madeleine. Le relief central évoque le repas de Jésus avec les apôtres chez Simon le lépreux. La composition oblique et décentrée est caractéristique de Dubreuc. Une fois encore, se manifeste le souci d'une exécution soignée. La première grande réalisation architecturale de Jacques Dubreuc est le château de Boussus, commandé par Jean de Hénin-Liétard. Celui-ci, premier comte de Boussus, devient l'un des seigneurs les plus riches et les plus influents de la cour de l'empereur Charles Quint. Au sommet de sa carrière, il décide de se faire construire un grand château. Ayant parcouru l'Italie, il veut une architecture conforme à cette esthétique nouvelle et fait appel à Jacques Dubreuc. Jean de Hénin-Liétard sera d'ailleurs le véritable mécène et le protecteur de Dubreuc. La première pierre du château de Boussus est posée le 24 mars 1540. Dubreuc y adapte le vocabulaire artistique venant d'Italie et celui qui se développe en France à la cour de François Ier à Fontainebleau. Il réalise à Boussus un véritable chef-d'œuvre architectural que l'on peut considérer comme un des châteaux les plus modernes de l'époque. Il constitue un véritable jalon dans l'histoire de l'architecture européenne. Le château de Boussus, œuvre célèbre à cause de sa rare architecture, dira Guicciardine, ajoutant toutes sortes d'artisans, chacun en son art y trouve assez de quoi s'émerveiller. L'édifice le mieux travaillé et traité que j'ai vu jusqu'à maintenant, surenchéri de Véga. Dès 1554, les troupes françaises assiègent le château et le brûlent en partie. Il fera l'objet d'autres attaques destructrices durant le XVIIe siècle notamment et sera démantelé, sauf le Châtelet, en 1810. Dès lors, ce que l'on connaît aujourd'hui du château de Boussus nous est donné par des descriptions de l'époque, des représentations en peinture et par les fouilles menées sur le site depuis près de 15 ans.
Les descriptions de l'époque font état de décors intérieurs somptueux, de jardins splendides parsemés de grottes et de points d'eau typiques de la Renaissance. On trouve encore un exemple de ces grottes artificielles de la Renaissance à Fontainebleau, la grotte des Pins. Parmi ces nombreux décors, citons notamment les peintures de chevaux, qui rappellent la charge du commanditaire de premier et grand écuyer de l'empereur et qui y furent réalisées pour la joyeuse entrée de celui-ci en 1545. Cet ensemble est directement inspiré du Palazzo Te de Mantoue, où sont représentés des chevaux devant une architecture en trompe-l'œil. Les chevaux de Boussu vont eux-mêmes inspirer la décoration du château de Waron, où le propriétaire, Gouffier, grand écuyer d'Henri II, roi de France, fait réaliser une galerie de chevaux pour la joyeuse entrée de son souverain. Le château a la forme d'un vaste quadrilatère de 100 mètres de côté, entourant une cour centrale. Il est entièrement bordé d'eau et précédé d'un châtelet doté d'un pont-levis, lui-même précédé d'un système défensif, un boulevard, une barbacane. À chaque angle du quadrilatère s'élève une grande tour de plan carré coiffée d'une toiture à bulbe. Des écuries permettent, selon les contemporains, d'accueillir plus de 300 chevaux. Aujourd'hui, les seuls éléments conservés en élévation sont les ruines du châtelet d'entrée. Elles se composent d'un remarquable arc de triomphe flanqué de 2 puissantes tours. Ces ruines du châtelet ont acquis une importance toute particulière en tant qu'unique vestige à la fois du château de Boussu et de l'architecture de Jacques Dubreuc. Elles sont classées patrimoine exceptionnel de la région wallonne depuis 1996. Le châtelet était relié au château par une galerie dont le niveau inférieur existe toujours. Les façades de cette galerie sont percées de canonnières. Les fouilles menées au château de Boussu révèlent d'année en année de nombreuses informations sur la sculpture et l'architecture de Dubreuc. En effet, de nombreux fragments architecturaux d'une grande qualité d'exécution ont pu être découverts. Ils démontrent le modernisme et le luxe qui caractérisaient cette résidence qu'était le château de Boussu. Parmi ces nombreuses pièces retrouvées, citons notamment la partie supérieure de 2 cariatides, des statues de femmes intégrées à l'architecture. Ces cariatides sont similaires à celles du château de Fontainebleau par leur panier d'osier débordant de fruits et leur profil oriental. On trouve également des fragments de cheminée dont l'un représente une patte de lion. Ce motif a déjà pu être observé sur la première œuvre connue de Dubreuc, le monument funéraire de l'évêque d'Arras à Saint-Omer. En 1551, à la mort d'Anne de Bourgogne, épouse de Jean de Hénin-Liétard, Jacques Dubreuc réalise un monument funéraire pour celui-ci et pour son épouse. Ce tombeau, situé dans la chapelle funéraire des seigneurs de Boussu, est sculpté dans différents marbres. Il se présente comme une composition architecturale dans laquelle viennent s'insérer les sculptures en albâtre. Le gisant, également de la main de Jacques Dubreuc, présente une étonnante similitude avec le gisant de la cathédrale de Saint-Omer. Cette observation permet d'affirmer que les 2 œuvres sont bien du même artiste.
le comte de Boussu a dû recommander du Breuk à Marie de Hongrie, qui lui confie dès lors la rénovation du château de Binche et la construction de son pavillon de chasse à Marimont. Ces deux constructions sont élevées en même temps par les mêmes artisans. Comme le château de Boussu, les résidences de Binche et de Marimont auront une courte vie, puisqu'elles sont dévastées par les troupes du roi de France Henri II en 1554. Du Breuk travaille à leur restauration, mais celles-ci subissent d'autres attaques ultérieures et finissent par disparaître. Les contes de l'époque constituent la première source pour la restitution de l'architecture de Jacques du Breuk, puisque les images contemporaines font presque entièrement défaut. Les fouilles archéologiques menées à Binche, en préalable à la restauration des remparts de la ville, ont permis de mettre au jour le plan du château. À Binche, du Breuk construit le château sur les structures médiévales qui servent dès lors de cave au palais Renaissance. Il remanie l'aile du XVe siècle, toujours en place, en introduisant de nouvelles fenêtres et cheminées. À force de remblais, du Breuk parvient à créer un jardin d'agrément à terrasse que viennent orner plusieurs grands bassins et sculptures, dont une copie de l'Ariane, conservée aujourd'hui au château de Fontainebleau. De cette architecture de jardin, un seul élément a survécu, une porte rustique servant aujourd'hui d'entrée à l'ancien hôpital militaire de Mons. Le bossage rustique à l'antique de cette porte révèle la grande maîtrise de du Breuk. L'aménagement intérieur du château de Binche nous est connu grâce à des dessins anonymes illustrant les éblouissantes fêtes de 1549. Ces fêtes, données par Charles Quint pour toute l'aristocratie européenne, avaient pour but de faire reconnaître Philippe II comme son successeur. Pendant 9 jours, les princes, les seigneurs, les nobles ont participé à des banquets, des ballets costumés et des tournois. Ces dessins illustrent la grandeur de ces salles de fête aux décors somptueux. À l'époque de Marie de Hongrie, le pavillon de Marimont fonctionne comme une résidence secondaire. Sa principale raison d'être est la vue depuis le toit-terrasse sur les jardins, sur le parc de chasse avec ses fontaines et ses allées, et sur le paysage environnant. Ce logis de Marimont est de plan carré, couvert d'un toit-terrasse et entouré de larges douves entièrement pavées. Plusieurs souches de cheminées ainsi qu'une tour d'escalier en animent la silhouette. Il est protégé par un mur de clôture percé d'un grand portail en forme d'arc de triomphe. Le terrain est aménagé en jardin d'apparat, formé d'une suite de terrasses et d'un petit jardin clos à parterre. Ces jardins, ornés de fontaines monumentales et alignés sur les axes principaux du logis, présentent une configuration comparable aux jardins italiens et français les plus modernes de l'époque. Jacques du Breuk a réalisé une production très intense, mais pendant une relativement courte période. On remarque en effet un ralentissement après le départ de Marie de Hongrie et la disparition de Jean de Hénin-Liétard, ses deux principaux commanditaires. Son art se caractérise par diverses influences, les plus marquantes étant l'architecture classique de la haute Renaissance romaine du XVIe siècle et le maniérisme que l'on peut admirer dans tout son éclat dans la galerie François Ier du château de Fontainebleau.
Sa renommée va traverser les frontières. On observe son influence notamment sur l'architecture du château de Valsin en Espagne. Durant les dernières années de sa vie, Jacques Dubreuc est inquiété pour ses opinions religieuses. Soupçonné d'adhérer au protestantisme, il est emprisonné. Grâce à l'intervention des chanoinesses de Sainte-Vaudrue, il évite la condamnation à mort et sculpte en pénitence un Saint-Barthélemy pour leur collégiale. Cette statue, plus tardive, montre bien l'évolution du maître. Jacques Dubreuc meurt le 30 septembre 1584. Ses funérailles sont célébrées à la collégiale Sainte-Vaudrue le 3 octobre. Les créations de Dubreuc sont hautement originales et révèlent une adaptation sensible des styles anciens pour arriver à un langage nouveau et expressif. Son ouverture aux différents styles de son époque le révèle comme un maître cultivé et clairvoyant, un artiste déterminant dans la Renaissance des anciens Pays-Bas.